Ça, c'est l'une des plus grandes installations de Rolex à Genève. Sur l'écran, vous voyez 5 étages, mais en réalité, il en compte 11. 6 sont sous terre, cachés du public et des concurrents. Et ce n'est pas un hasard, la marque, qui se veut hors du temps, entretient un flou sur son histoire. Peu savent par exemple que Rolex n'a pas été fondée en Suisse, qu'elle est détenue par une fondation richissime qui se substituerait même à l'État et qu'elle n'a même jamais publié un seul chiffre. Pourtant, c'est probablement la marque de montre la plus iconique au monde, un empire qui dépasse largement les frontières de l'horlogerie. Pour beaucoup, Rolex est un symbole, une preuve de réussite. Alors, si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Salut à tous, c'est Grégoire et pour Actionnaire aujourd'hui, je vais vous raconter la folle histoire de Rolex. Pensez à liker et à vous abonner, c'est ce qui nous permet de produire ce genre de contenu. Et j'en profite pour remercier Trade Republic, le partenaire de cette vidéo. Je vous en reparle plus tard, mais Trade Republic, c'est la plateforme de référence en Europe pour investir en actions. Et si ça vous intéresse, je vous invite à passer par notre lien en description. On est à la fin du 19e siècle à Kulmbach, une petite ville située en plein centre de l'Empire allemand. Et le 22 mars 1881, Anna et Johann Wilsdorf, des protestants quincailliers, donnent naissance à Hans Eberhard Wilhelm Wilsdorf. On retiendra Hans Wilsdorf pour les intimes. Ils rêvent que leurs fils reprennent les rênes de leur petite boutique où l'on vend de tout, matériel de bricolage, produits pour l'entretien de la maison. Mais à tout juste 12 ans, la vie de Hans bascule. Son père et sa mère décèdent brutalement à quelques mois d'intervalle. Il devient orphelin et recueilli par ses oncles qui décident de l'envoyer en pension, pas loin de Kulmbach à Cobourg. Hans est encore enfant et il doit à ce moment-là apprendre à se débrouiller par lui-même sans aucun repère. Et plus tard, il dira d'ailleurs que c'est dans la douleur et la solitude que quelque chose s'est vraiment forgé en lui. À l'internat de l'Ernestinum, il se plonge dans les études, devient un excellent élève. Et là-bas, il rencontre un camarade avec qui il devient ami. C'est un Suisse qui lui parle avec nostalgie de son pays, que ce soit des paysages, du soleil, de la nourriture. Hans en rêve la nuit et il se fait une promesse. Une fois ses études terminées, il partira en Suisse. En 1897, l'été approche et Hans finit comme prévu ses études. Il tient sa promesse et ça y est, à seulement 16 ans, le grand saut est arrivé. Il quitte son pays natal pour la Suisse et Genève où il trouve un travail de commercial chez un négociant de perles. Concrètement, il achète des perles brutes aux pêcheurs et les revend aux grands bijoutiers de la place. Peu de temps après, il rejoint une entreprise locale qui exporte des montres suisses à l'étranger. Bon après, c'est important de rappeler qu'à la fin du 19e siècle, on n'est pas encore vraiment sur les montres que l'on porte aujourd'hui. Il s'agit essentiellement de montres de poche. Hans s'occupe de répondre aux courriers de clients du monde entier. C'est un peu le service client de l'époque. Mais c'est un job qui est assez incroyable pour lui puisqu'en peu de temps, il va comprendre mieux que personne les besoins des clients et surtout, il va appréhender le marché de l'horlogerie, que ce soit la chaîne de valeur, les prix du marché, les différents fabricants, etc. Le garçon est pris de passion. Le soir, il ramène chez lui des montres de poche pour les démonter, les remonter, comprendre et tester véritablement leur mécanisme. En plus, comme il est doué en anglais, ses supérieurs lui confient des clients britanniques. Mais à 22 ans, Hans a la bougeotte. En 1903, il décide de déménager à Londres pour travailler dans une autre entreprise horlogère locale. Et là-bas, c'est un choc. Autour de lui, des hommes plus âgés, plus expérimentés. Enfin sur le papier, parce que très vite, Hans réalise une chose, il en sait bien plus qu'eux sur les rouages du marché, les attentes clients, comme la vision à long terme. Bref, 2 ans plus tard, à 24 ans seulement, il se lance dans le grand bain et fonde sa propre entreprise avec une ambition folle, marquer à jamais l'histoire de l'horlogerie. À l'époque, Hans veut importer les plus belles montres suisses à Londres pour les vendre aux Britanniques. C'est bien beau, mais pour ça, il faut de l'argent. Raison pour laquelle il prend contact avec un financier, un certain Alfred James Davis, qui se laisse convaincre. Il met au pot et grâce à lui, l'entreprise Wilsdorf & Davis Limited voit le jour. À ce moment-là, il faut rappeler qu'il n'y a aucune marque de montre connue du peuple. Concrètement, ceux qui veulent acheter des montres vont voir un bijoutier qui aura lui-même acheté des montres d'une certaine qualité auprès de fabricants. Du coup, à ses débuts, Wilsdorf & Davis vend simplement des montres aux détaillants. Mais Hans comprend assez rapidement qu'il peut remonter dans la chaîne de valeur et commencer à produire lui-même des montres. Enfin concrètement, il ne fabrique pas grand-chose, mais fait importer de Suisse les meilleurs mouvements et les meilleurs boîtiers qu'il va ensuite assembler. Petite parenthèse là-dessus d'ailleurs, le mouvement, c'est le mécanisme qui fait fonctionner la montre et qui actionne les aiguilles. Et ces mouvements, il les importe d'un certain Jean Eigler, un fabricant basé à Bienne, dans le canton de Berne. Les deux hommes s'étaient rencontrés lors de précédentes expériences et Hans avait été impressionné par son savoir-faire dans ce domaine. Mais ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, personne ne s'intéressait vraiment à cette technologie. On peut donc dire d'une certaine manière que Jean est un vrai précurseur. En 1905, ils passent leur première commande. Hans est excité, il attend ses premières montres de pied ferme, mais quand il les reçoit, ça ne lui plaît pas vraiment parce que le cadran n'est tout simplement pas signé, ce qui permet au détaillant d'y apposer son nom. Un affront pour le second de la fratrie Wilsdorf qui aurait l'impression de se voir voler son savoir-faire. Il demande donc à Eigler d'ajouter un W et un D sur le mouvement et à l'intérieur du boîtier. L'aventure peut enfin commencer et pour se différencier, Hans Wilsdorf mise sur deux aspects.
le haut de gamme, c'est-à-dire ne vendre que des montres faites par des horlogers de renom avec des matériaux haut de gamme et une grande variété de styles différents pour plaire au plus grand nombre. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, la montre-bracelet n'existe pas encore, sauf qu'un soir chez lui, il ouvre un livre qu'on lui a prêté, un récit de la Seconde Guerre des Boers en Afrique du Sud. Il y dit que les soldats portaient des montres-bracelets pour des raisons pratiques, puisqu'ils ne pouvaient pas attraper leur montre de poche. Et là, nouvel éclair pour notre ami Hans, qui décide d'en faire produire beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Il passe tout simplement la plus grosse commande de l'histoire de la société Daegler. Mais à l'époque, il a du mal à écouler ses stocks, le bouche à oreille ne prend pas vraiment, et Wilsdorf va alors voir son associé Davis pour lui assurer qu'ils doivent trouver un nom simple et mémorable, un nom que les gens puissent dire, répéter et partager. Il s'inspire du nom Kodak, efficace, facile à prononcer et à mémoriser, essaye de combiner les lettres de l'alphabet de toutes les manières possibles, mais rien ne lui plaît. La légende raconte qu'un matin, c'est lorsqu'il est assis à l'étage d'un bus à Londres qu'un génie lui souffle un mot, Rolex. Concrètement, ça ne veut rien dire, mais il sait que c'est le bon nom pour sa marque. Quelques jours plus tard, en 1908, la marque Rolex est déposée et officiellement enregistrée. Mais avant de vous parler de la suite, j'en profite pour vous présenter le partenaire de cette vidéo, Trade Republic. Vous le connaissez probablement déjà, mais Trade Republic, c'est le courtier leader en Europe qui vous permet d'investir dans des actions grâce à leur compte titre ou leur nouveau PEA, avec la possibilité d'investir jusqu'à 150 000 € sans impôt sur les plus-values après 5 ans. En plus d'être jolie, elle offre un vrai compte courant avec 2% d'intérêt annuel brut, versé tous les mois et sans aucun plafond. Vous pouvez vous y faire virer votre salaire, faire des virements instantanés, gratuits, payer vos factures. Et ce n'est pas tout, 1% de cashback épargné sur tous vos paiements par carte, pas de frais sur les retraits de plus de 100 € et aucune surtaxe quand vous payez à l'étranger. Et ne vous inquiétez pas, c'est une vraie banque agréée par la Banque Centrale Européenne et supervisée par l'autorité des marchés financiers, pas juste une appli. Aujourd'hui, Trade Republic, c'est 8 millions d'utilisateurs et plus de 100 milliards d'euros sous gestion, donc c'est du solide. Si ça vous parle et que vous souhaitez vous inscrire, passez par notre lien en description pour nous soutenir. Mais bref, revenons-en à notre ami Hans Wilsdorf. Avec l'aide d'Egler, Hans passe ses jours et ses nuits à essayer de perfectionner ses modèles pour tenter d'obtenir une certification à l'Observatoire Royal d'Angleterre, ce qui représente un peu le Graal ultime à l'époque, qui attesterait que ces montres bracelets sont exceptionnelles. Et il faut bien comprendre que les gens en sont toujours aux montres de poche et que pour eux, les montres bracelets n'existent pas ou sont trop imprécises. Et après plusieurs années de travail acharné, au début de l'été 1914, Hans fait un ultime test. Il a enfin trouvé la montre dont il rêvait. Il l'emporte à l'Observatoire Royal de Kew, réputé pour ses tests sur les chronomètres de la Royal Navy britannique, qui est à l'époque tout simplement considérée comme la plus grande marine du monde. Au bout de 45 jours de test, le 15 juillet 1914, Hans reçoit le premier certificat de précision de classe A, jusque-là jamais décerné pour une montre bracelet. Un jour historique pour lui, qui s'inscrit dans un contexte un peu particulier, puisque 3 semaines plus tôt, le 28 juin 1914, la Première Guerre mondiale a éclaté. Le monde entier s'enfonce dans le chaos, mais en peu de temps, un objet attire toute l'attention, la montre bracelet. Bon là c'est le jackpot pour Wilsdorf et Davis, qui sont presque les seuls sur ce marché. Le problème, c'est que la Grande-Bretagne va frapper fort avec une taxe de 33% sur les montres importées, puis en interdisant totalement cette importation d'or et d'argent. Une catastrophe pour nos deux amis qui justement importaient des montres en Angleterre. Une réunion de crise est organisée entre les deux associés, mais il n'y a pas 36 solutions. Ils doivent délocaliser l'assemblage des montres à Bienne, près d'Aigler. Ils y voient que tout est plus simple finalement, moins de taxes, les meilleurs artisans sont sur place et surtout, ils comprennent que pour bâtir un géant de l'horlogerie, ils doivent associer leur image à celle de la Suisse, qui est le pays le plus réputé en la matière. Bref, en 1919, après la guerre, Hans déménage le siège social de l'entreprise à Genève, où Rolex est toujours localisé. L'entreprise est d'ailleurs rebaptisée Rolex Watch Company Limited. La même année, ils en profitent pour conclure un deal avec Aigler. On ne connaît pas très bien aujourd'hui le contrat qu'ils ont signé, mais selon les archives, ça ressemble fort à une exclusivité. Aigler s'engage à ne produire que pour Rolex en échange d'actions, environ 15% du capital de la marque. D'autant plus qu'à ce moment-là, les soldats revenus de la guerre ont adoré leurs montres bracelets et veulent continuer d'en porter. Rolex est pour eux la référence et c'est comme ça que la marque va se répandre, mais nouvelle complexité, d'autres fabricants sont arrivés sur le marché. Rolex n'est alors plus seul dans la course et Hans sait qu'il va devoir produire la meilleure montre du monde, et oui, rien que ça. Avec ses associés, ils se lancent dans une course à l'innovation et l'une de leurs obsessions dans les années 1920, c'est l'étanchéité. Aujourd'hui, ça peut vous sembler évident, mais à l'époque, c'est un vrai défi. Personne n'y est arrivé et Rolex non plus. Mais un matin d'octobre 1925, Hans, comme tous les jours, lit le registre suisse des brevets et une ligne attire son regard.
Une demande vient d'être déposée par 2 fabricants suisses, un poussoir de remontoir étanche, autrement dit l'endroit le plus vulnérable sur les montres. Hans voit avant les autres que c'est une mine d'or, trouve leur adresse et va les rencontrer pour leur racheter le fameux brevet. Et quelques mois plus tard, Wilsdorf et Davis sortent le tout premier boîtier de montre-bracelet étanche au monde, le boîtier Oyster. Et c'est là que l'histoire est originale. Hans Wilsdorf n'est pas un immense horloger, mais son génie, c'est de lire l'avenir du marché. Ça y est, il détient la montre qui va tout bouleverser, mais pour faire trembler la Terre, le bouche à oreille ne suffit pas. Il est persuadé qu'il doit y mettre un budget conséquent et pour lui, hors de question de faire de la publicité classique dans les journaux par exemple. En octobre 1927, il lit dans la presse qu'une jeune Britannique, une certaine Mercedes Gleitz, a traversé la Manche à la nage. C'est un double exploit puisque c'est la première femme britannique à réussir à la traverser, mais surtout, c'est encore une amatrice puisqu'elle est secrétaire à Londres dans la vie de tous les jours. Bref, de quoi attirer l'attention de Hans, surtout que quelques jours plus tard, coup de théâtre, une autre femme affirme avoir elle aussi traversé la Manche et plus rapidement que Mercedes. Cette dernière, elle est piquée dans son ego, Hans la contacte et lui propose de porter une Rolex lors de sa tentative de revanche, ce qu'elle accepte. Et donc le 21 octobre 1927, Mercedes plonge dans les eaux gelées de la Manche, une Rolex au poignet et suspense pulvérise leur corps. Tous les médias en parlent et Rolex est au centre de l'attention. C'est probablement le coup de com' qui lance véritablement la marque. L'entreprise capitalise sur l'événement et va jusqu'à acheter la une du Daily Mail, qui est l'un des plus gros journaux britanniques de l'époque. Vous vous demandez sûrement combien Rolex vendait ses montres à cette époque. Eh bien, pas tout à fait au prix qu'on peut connaître aujourd'hui, puisqu'en 1927, on pouvait acheter une Rolex pour seulement 5 livres. Même en tenant compte de l'inflation, ça reviendrait aujourd'hui à environ 450 € pour les entrées de gamme. Autrement dit, Rolex visait une cible bien plus large. Une marque haut de gamme, oui, mais pas encore une marque de luxe. Hans continue de travailler l'innovation de ses montres et en 1930, il dépose un nouveau brevet révolutionnaire. Désolé pour le mot barbare, mais c'est un système de remontage automatique à rotor silencieux qui reste aujourd'hui la principale méthode de remontage automatique de l'industrie horlogère. En gros, le rotor, c'est une petite pièce qui tourne quand on bouge notre poignet et dont le mouvement remonte le ressort de la montre. C'est un système qui permet à cette dernière de se remonter toute seule sans qu'on ait besoin de s'y atteler. Et comme ça, Rolex sort ses premières Oyster Perpetual. La montre se répand d'abord chez les connaisseurs, puis s'étend de plus en plus chez les non-initiés. Mais en 1934, intervient un véritable tournant pour Rolex. Peu de temps après avoir intégré la fameuse couronne sur le cadran, Wilsdorf et Davis confectionnent un nouveau look pour leur montre, un mélange d'acier et d'or qu'ils appellent Rose l'or. C'est à l'époque du jamais vu, et ils décident aussi de mettre des cannelures sur la lunette pour pouvoir dévisser plus facilement, ce qui correspond au premier modèle qu'on pourrait connaître encore aujourd'hui. Et surtout, ils touchent juste sur un point, Rolex devient une marque prestigieuse, une véritable marque de luxe. En quelques années, elle devient une référence tant sur le design que sur la qualité des montres. C'est simple, à l'époque, Rolex est connue pour offrir les meilleures montres bracelets qu'elle cible. Vous l'aurez compris maintenant depuis un certain moment. L'entreprise s'exporte dans le monde entier et ses revenus commencent à décoller. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate à son tour. Les armées internationales ont besoin de montres-bracelets pour leurs soldats et vous savez maintenant quels sont les meilleurs modèles. Précises et résistantes aux intempéries, ces dernières sont absolument parfaites. C'est comme ça par exemple que tous les pilotes de la Royal Air Force britannique en viendront à en porter. Et à la sortie de la guerre, en 1945, Wilsdorf et Davis fêtent déjà le 40e anniversaire de leur entreprise. Et pour l'occasion, Rolex lance sa première montre moderne, la fameuse Datejust. Au même moment, ils sortent l'emblématique bracelet Jubilé que nous connaissons tous aujourd'hui. Et pour continuer de développer le prestige de la marque, Hans va offrir ses montres à des personnes haut placées comme le général suisse Henri Guisan, puis lui demander d'en offrir une à son ami Winston Churchill. Ils iront ensuite en offrir une à Dwight Eisenhower qui deviendra président des États-Unis en 1952, Rolex au poignet. La même année, l'entreprise change de cap sur ses campagnes de com'. Plutôt que de communiquer sur les caractéristiques de ses montres comme le font ses concurrents, elle met en avant ceux qui les portent. C'est la première marque à y avoir pensé, avec l'idée de s'établir comme l'expression de la réussite individuelle. La campagne vise en particulier les hommes de pouvoir, que ce soit les politiques, les grands militaires, puis les sportifs, les aventuriers ou même les personnalités de la culture. Et c'est à ce moment-là qu'avec l'aide d'une grande agence de pub, Rolex lance un slogan historique. Les hommes qui guident les destinées du monde portent des montres Rolex. Le message est à ce moment-là novateur et aux yeux du grand public, l'image de Rolex se renforce encore un peu plus. Mais vous l'aurez compris, ce prestige, Rolex ne le doit pas qu'à ses partenaires et à son design luxueux. Depuis le départ, la marque n'a cessé d'innover pour obtenir les meilleurs modèles du marché. On peut penser aux montres étanches jusqu'à 100 mètres de profondeur qu'ils mettront en place dans les années 50. Une grande innovation qui va séduire les plus grands. Rolex n'a même plus besoin de débourser d'argent pour être exposé. En 1956, le célèbre explorateur sous-marin Jacques Cousteau sort un documentaire sur ses exploits et porte au poignet une Rolex.
Idem un peu plus tôt, en 1947, Chuck Yeager porte une Rolex GMT Master lors de son tout premier passage du mur du son aux commandes du Bell X1. Quelques années plus tard encore intervient le coup de grâce pour l'entreprise, puisqu'en 1962, le tout premier James Bond Dr. No sort en salle. Le succès est immense, les foules se précipitent pour voir Sean Connery crever l'écran, et vous vous en doutez, désormais, l'acteur a une submarinaire au poignet. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'entre-temps, le 6 juillet 1960, Hans Wilsdorf s'est éteint à 79 ans. Un tremblement de terre pour la marque devenue iconique qui perd son fondateur visionnaire et historique, le début d'une tempête en passe de s'abattre sur l'horlogerie suisse. En 1969, le japonais Seiko lance la première montre bracelet à quartz. On ne va pas entrer dans les détails ici, mais pour faire simple, ces nouvelles montres fonctionnent grâce à une pile qui permet de mesurer le temps avec une grande précision, et elles sont surtout moins chères et plus faciles à entretenir. En quelques années, les montres mécaniques deviennent obsolètes, le quartz domine le marché. L'industrie suisse, qui n'a pas été assez réactive, connaît-elle une crise historique. Et en 1981, les exportations horlogères japonaises dépassent celles de la Suisse qui dominait, vous l'avez compris jusque-là, largement. Concrètement, la part du marché de l'horlogerie suisse passe de 85% en 1945 à seulement 15% en 1981. Une véritable hécatombe, mais Rolex tient son pari des montres mécaniques. En 1978, en pleine crise du quartz, il lance la Seedweller 4000, une montre mécanique étanche jusqu'à 1220 mètres de profondeur. Bref, Rolex assume ses choix et opère un virage marqué vers le luxe. Et pour ça, elle resserre les taux autour de ses partenaires. En quelques années, elle passe de 27 fournisseurs à seulement 4. En parallèle, elle monte en gamme, commence à forger ses propres matériaux en interne pour en garantir la qualité. Et pendant les décennies qui suivent, Rolex suit ce chemin et le coup de poker finit par payer. La crise du quartz est passée et les ventes de notre marque explosent. On est maintenant à la fin des années 2000. Rolex a racheté Egler pour intégrer la production en interne et améliorer la qualité de ses montres, alors que le monde entier commence à parler de récession. Le directeur financier de l'époque, Bruno Meyer, reprend les rênes du géant de l'horlogerie, mais quand les entreprises réduisent leurs dépenses en marketing, Bruno, lui, décide de les augmenter. En parallèle, il prend le pari fou de baisser le prix des montres. La raison, c'est qu'il sent un tournant sur le marché. De plus en plus d'amateurs s'intéressent aux montres de qualité, et Rolex compte bien en profiter pour étendre son cercle de clients. Et justement, en 2014, Apple dévoile sa toute première Apple Watch. Rapidement, ces montres connectées inondent le marché. Pour les journaux de l'époque, l'Apple Watch détruira l'industrie horlogère suisse, mais en réalité, Rolex survit parfaitement, car si Apple est devenu le plus grand fabricant de montres au monde, elle a surtout permis à des millions de personnes de s'intéresser au secteur et donc de rêver de grandes marques dont Rolex fait désormais partie. Bref, Rolex élargit sa clientèle et dans les années qui suivent, la marque continue sa percée sans jamais s'essouffler. On peut se demander quelle est la recette de ces succès. Et bien selon les auteurs qui ont planché sur le sujet, Rolex a su exploiter en majorité des collections produites dans les années 50, 60 sans les changer fondamentalement, tout en gardant une image de marque exceptionnelle. Et surtout, sa particularité, on en a parlé, c'est de faire des paris contre le marché. Mais comment est-ce que c'est possible? Pour le comprendre, il faut faire un petit saut dans le temps. Le 1er août 1944, à la mort de sa femme, Hans crée la fondation Wilsdorf à laquelle il lègue toutes ses actions. Son but, c'est d'assurer la pérennité des activités de Rolex et vous l'aurez compris, c'est une société un peu particulière puisqu'elle n'est pas une entreprise au sens juridique, mais une fondation qui pousse les dirigeants à prendre des décisions sur le long terme, dans l'intérêt de Rolex évidemment. D'ailleurs, ils ne sont pas écartés même si les performances sont mauvaises. Le chiffre est fou, mais sur le premier siècle de son histoire, il n'y a eu que 3 PDG chez Rolex. Et cette fondation, on sait peu de choses dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est aujourd'hui composée de 8 membres et présidée par Costin van Berchem, un notaire sur lequel on ne sait pratiquement rien là encore. Et surtout, en tant que fondation privée qui n'a aucune obligation de publier ses comptes, elle ne dit rien de sa fortune, des montants qu'elle dépense ou de ses bénéficiaires. Rolex cultive ce mystère. Elle ne communique pas non plus sur son histoire, ne possède pas de musée, ne publie pas d'ouvrages historiques, etc. Pour un historien qui a étudié la marque, Rolex est hors du temps. C'est un mythe, une croyance, une quasi-religion. Un exemple pour illustrer tout ça, c'est le site de Plan-les-Ouates, qui est la plus grande de toutes les installations Rolex et l'un des piliers de la production horlogère de la marque. Si vous voyez 5 étages sur le bâtiment à l'écran, en réalité le complexe fait 11 étages, les 6 autres étant souterrains, complètement cachés du regard extérieur. Et pour y pénétrer, les appareils photo et les téléphones portables sont, vous vous en doutez, interdits. Certaines salles nécessitent même de passer par un scanner d'iris. Et même les dirigeants qui quittent le navire restent très discrets puisque, selon certains, la marque leur ferait signer un pacte de confidentialité. En plus, pour les employés, l'entreprise offrirait d'excellentes conditions de travail. Les seules informations qui circulent restent des rumeurs. Par exemple, il est dit qu'une Rolex mettrait près d'1 an à être entièrement produite.
La société aurait un chiffre d'affaires de 10 milliards de francs suisses, soit environ 10 milliards d'euros, mais à nouveau rien de certain. Ce qui est officiel par contre, c'est que Rolex emploie 14 000 collaborateurs dans le monde, dont 9 000 seulement en Suisse. Les études les plus sérieuses sur le sujet estiment aujourd'hui que Rolex atteint une part de marché immense de 30%. Concrètement, une montre de luxe vendue sur 3 serait une Rolex et le géant de l'horlogerie fabriquerait plus de 1,2 million d'unités par an, de quoi en faire le numéro 1 incontesté de l'industrie horlogère de luxe. Mais évidemment, sur ces centaines de millions générés, Rolex paye des impôts et représenterait aujourd'hui le plus gros contribuable du canton de Genève, rien que ça. Et vous vous en doutez, ses moyens restent colossaux, ce qui lui permet d'investir massivement en innovation et socialement, mais pas que. Une enquête de 2019 révélait que l'empire de Rolex dépassait largement celui des montres. Concrètement, selon l'enquête, la marque a dépensé près de 800 millions d'euros dans l'immobilier depuis 1994, rien qu'à Genève. Rolex détient aujourd'hui une centaine d'adresses genevoises, toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Et évidemment, ces investissements sont conduits dans la discrétion à travers la fondation Wilsdorf, ses caisses de pension et son véhicule immobilier Marconi Investment SA. Mais une grande partie des bénéfices de Rolex part en dividendes à destination de son unique détenteur, la fondation Hans Wilsdorf, reconnue d'utilité publique et donc exonérée d'impôts, ce qui rend sa puissance assez folle et lui permet d'investir des montants immenses. On peut se poser la question de savoir comment, eh bien à Genève, la fondation sobrement appelée W fait couler l'argent à flot. Un don du ciel, une puissante machine à cash, la bouée de sauvetage pour de nombreux projets. Selon une enquête, la fondation investirait entre 100 et 150 millions d'euros chaque année, mais elle donnerait aussi beaucoup. Wilsdorf donnerait le sentiment d'avoir des ressources inépuisables selon une source proche. Par exemple, elle octroie de nombreuses bourses aux étudiants et est très active pour l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Elle soutient aussi des dizaines d'associations dans le social et la culture. En fait, elle est tellement puissante que certains se demandent même si elle se substituerait pas à l'État fédéral suisse. Un exemple pour l'illustrer, c'est que l'État n'aurait pratiquement rien investi dans le handicap depuis des années. Et devinez qui arrive à la rescousse, cette fameuse fondation qui aurait financé une grande partie des infrastructures pour handicapés. Bref, Rolex, c'est l'histoire d'un orphelin qui a bâti le plus grand empire de l'horlogerie de luxe. Pour la banque américaine Morgan Stanley, aucune autre marque de luxe ne peut prétendre à une telle position dominante dans son secteur. Une marque unique, née d'un visionnaire, un génie qui a décelé avant le monde entier le désir pour des biens d'exception. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo pour nous soutenir et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines.